Bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici le menu. Point de presse du garde des Sceaux, ministre de la Justice jeudi, maître Joseph Diogbenou accompagné de son homologue de l'Intérieur, Saka Lafia et du procureur de la République a expliqué les mesures répressives et préventives prises par le gouvernement suite à la recrudescence de la vindicte populaire au Bénin. Les précisions dans ce 13h. À suivre, le point de la séance de municipalité du mois de juin tenue par l'équipe dirigeante de la commune d'Abomey-Calavi. Et puis en page Afrique, les rebelles islamistes Chebab affiliés à Al-Qaïda ont frappé encore dans la capitale Mogadiscio. À peine on peut retenir déjà plus de 8 personnes tuées et une vingtaine de blessés ce jeudi dans l'explosion d'une mine près de la capitale Mogadiscio. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition d'information par le registre politique. En prélude à l'étude du budget général de l'État gestion 2017, le gouvernement a fait face à la représentation nationale pour exposer sa vision sur le projet de loi de finances gestion 2016. Tous les secteurs ont été abordés par les ministres du gouvernement de la rupture qui avaient à leur tête le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Reportage. La plénière des députés a eu d'abord droit à écouter le rapport de la Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale sur le contenu de ce débat d'orientation budgétaire sur le projet de loi de finances gestion 2016 apprêté par le gouvernement qui montre sa politique pluriannuelle budgétaire. Ce rapport fait état de la présentation de la situation économique et financière de 2013 à 2016 où le taux de croissance à travers l'activité économique affiche une décélération de la croissance depuis 2013. Le taux de croissance du PIB réel s'afficherait à 5% en 2015 contre 6,5% en 2014 et 6,9% en 2013. Le rapport a fait cas de l'inflation et autres états des finances publiques, entreprises et offices d'État, recettes et dépenses des communes, la Caisse nationale de sécurité sociale et enfin une présentation des perspectives économiques et financières pour la période 2017 à 2019. C'est après ce rapport que les députés ont pris la parole pour se prononcer et interroger le gouvernement sur sa vision. Le gouvernement, à travers les perspectives économiques pour la période 2017-2019, envisage que tout cela va s'améliorer. Il y a un projet qui a déjà pris en compte 20 communes qui ont été délaissées dans le cadre de l'assainissement. Je ne vois pas trace dans le budget 2017. Je voudrais demander donc au gouvernement qu'est-ce qu'il en est réellement. Il faudrait que le gouvernement prenne la mesure de la chose en proposant un plan véritablement Marshall à la béninoise pour le développement de l'énergie comme les autres pays l'ont fait. Je veux citer le Ghana, la Côte d'Ivoire. La réponse du gouvernement est intervenue pour plus de clarification. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, s'est prêté en premier à cet exercice. Le premier sujet que je voudrais aborder, c'est celui de la croissance économique, sur lequel certains ont estimé que nous n'étions pas assez ambitieux. Les chiffres qui sont là, qui ont été exposés pendant ces discussions d'orientation, sont des chiffres provisoires, ils sont conservatoires, mais nous avons une ambition très grande. Nous avons 375 millions de dollars sur les 4-5 prochaines années. Dans le cadre du MCA, cet argent va être dépensé en totalité pour le développement de l'énergie. Et nous entendons travailler avec les institutions bancaires pour lever les obstacles et faire en sorte que l'inclusion financière soit une réalité dans notre pays. Le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Défense, celui des Infrastructures et des Transports, le ministre de l'Agriculture et celle en charge de l'enseignement supérieur ont tour à tour pris la parole pour éclairer la vision des honorables députés à l'Assemblée nationale. Restons toujours à l'hémicycle pour dire que la représentation nationale a interpellé hier le gouvernement sur la recrudescence des actes de vindicte populaire enregistrés ces derniers jours dans notre pays. La position du gouvernement dans ce compte rendu signé Amen Didier Ompenoudi et Romaric Devoshi. La première préoccupation abordée est celle du député Jean-Michel Abimbola sur la recrudescence des cas de vindicte populaire qui surviennent depuis quelque temps dans notre pays
et qui appelle à une action énergique du gouvernement pour protéger les innocents. Ce phénomène semble être la résultante de la vague de braquage et d'insécurité dans notre pays. Nous ne pouvons admettre et accepter que cela perdure. Et à cet effet, je voudrais inviter le gouvernement à présenter à la représentation nationale les dispositions urgentes prises pour réduire l'insécurité dans notre pays. Deuxièmement, les mesures envisagées pour mettre un terme au phénomène de la vindicte populaire. 2 ministres du gouvernement ont éclairé les députés sur les mesures envisagées pour éviter que de pareils actes ignobles ne se généralisent. Sur les actions envisagées par le gouvernement au plan juridique, le ministre de la Justice et de la Législation, Joseph Diogbenou, a expliqué à la représentation nationale. Quelles sont ces mesures au plan judiciaire? C'est la mise en branle, c'est la mise en mouvement au travers les différents parquets, les parquets généraux, les parquets de la République, les unités de gendarmerie et de police, des ressources personnelles et des moyens adéquats au fin, premièrement, de prévenir de tels actes, mais deuxièmement et surtout, de rechercher, de présenter, de punir les auteurs de ces actes de barbarie. À son tour, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, a dans un premier temps évoqué les causes directes qui pourraient amener à la vindicte populaire. Dans pareil cas, des mesures urgentes à prendre pour contrer le fléau, expliquera le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Pour lutter contre ça, comme vous le comprenez, l'état des responsabilités de l'État. L'État doit pouvoir assurer la sécurité. Donc, il y a donc des réponses qui sont instantanées, immédiates, à efficacité limitée. Donc, pour rétablir la situation, il y a 1 mois, on a déclenché l'opération Mamba, qui est une opération de patrouille mixte sur les grands axes. Mais ces réponses du gouvernement sont éphémères. Dès qu'on va arrêter, ça reprendra. Pour que cela ne reprenne pas, c'est chacun de nous qui doit assurer sa sécurité. Maintenant, la police se met à disposition. Dans 2 semaines, on mettra à nouveau en service un numéro vert, 4545. Tous les réseaux appellent ce numéro, ça prend. Avec une équipe, s'il y a un cas, on peut agir pour aider. En conclusion, l'auteur de la question, Jean-Michel Abimbola, a repris la parole pour se dire inquiet si chacun est appelé à assurer sa propre sécurité. L'État a l'obligation d'assurer la sécurité de ses citoyens, a-t-il conclu. Dans la même dynamique face à la recrudescence de la vindicte populaire sur toute l'étendue du territoire national ces dernières semaines, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et son homologue de la Sécurité publique, Saka Lafia, accompagné du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, étaient ce jeudi face à la presse. Ils ont expliqué les mesures du gouvernement, que le gouvernement envisage prendre pour mettre fin à la vengeance collective observée depuis peu. On les écoute au micro de Maury Arnaud Agua et Fréjus Fiossi. Le gouvernement a réagi au phénomène de vindicte populaire qui s'observe depuis peu au Bénin. Ainsi, les ministres Joseph Diogbenou de la Justice et Saka Lafia de l'Intérieur et de la Sécurité publique, accompagnés du procureur de la République, ont expliqué à la presse la gravité de ces actes orchestrés par la population qui tendent à instaurer une culture de la barbarie. Que la mise à mort soit théâtralisée, soit filmée, soit diffusée, soit commenté, l'État ne peut être impuissant. Nous sommes engagés au plan international, au travers de conventions, de traités. Nous sommes engagés au plan communautaire. Et de ce point de vue, l'État et le gouvernement envisagent d'appliquer la loi. Ainsi, des mesures sont prises par le gouvernement pour éviter que de tels actes ne se reproduisent.
Joseph Djogbenou et Saka Lafia expliquent. La première mesure, c'est d'élever le niveau d'alerte et le niveau de moyens auprès de nos unités de gendarmerie et de police, auprès de nos parquets d'instances, les parquets généraux, afin que, à la fois la police, à la fois la sécurité et la justice conjuguent leurs efforts pour rechercher les auteurs, pour les présenter devant les juridictions. La police a été instruite pour d'abord sauver le présumé voleur ou délinquant. Ensuite, par les photos, par l'usage des moyens à sa disposition, la police doit pouvoir identifier ceux qui posent ces actes, ces personnes, que ce soit des curieux, que ce soit des passants, que ce soit les auteurs qui se trouveraient sur les lieux de cet acte-là, sans pouvoir agir contre, seront sanctionnés le plus durement possible. Pour le procureur de la République, cette façon de punir des personnes soupçonnées de vol par vindicte populaire pose un problème à la justice. Celui qui punit, soi-disant un suspect d'infraction, et lui inflige la peine de mort, le punit pour une infraction qui n'a même pas été prouvée. En prétendant punir une infraction, qui le plus souvent, je le dis encore, est l'infraction de vol, il commet une infraction plus grave qui, en fait, au-delà du terme vindicte populaire qu'on appelle, constitue l'un des plus graves du code pénal, à savoir le meurtre ou l'assassinat. Le garde des Sceaux en appelle donc à la conscience de chacun. Nous devrons tous faire en sorte de retenir le degré d'animalité en chacun de nous et de faire en sorte que véritablement, en sus de l'être, nous soyons de vrais humains. Pour finir, Joseph Djogbenou invite la population à réduire l'exposition au délire ou à la provocation au délire à travers la circulation de l'argent qui élève la tentation et qui conduit à des pertes en vies humaines. Dans un tout autre chapitre maintenant, le conseil communal d'Abomey-Calavi s'est réuni ce jeudi au siège de l'arrondissement de Togba dans le cadre de la tenue des séances de municipalité du mois de juin 2016. Une rencontre qui a permis à la première autorité de cette commune de s'imprégner des difficultés que rencontrent les élus locaux, les chefs d'arrondissement dans l'exercice de leurs fonctions. Reportage Antoinette Sagbo, Denis Marouya. www.sécuritémedia.net, c'est l'adresse web à saisir désormais pour accéder à la plateforme pour la protection et la sécurité des journalistes au Bénin et en Afrique. C'est une initiative de l'Association des journalistes et communicateurs scientifiques du Bénin, appuyée par Ostiwa, l'ODEM, l'UPMB, l'ARAC, et dont l'objectif est de faire la promotion de la sécurité des journalistes au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, des journalistes ont été bastonnés dans ce pays, mais il y a beaucoup de journalistes, quand vous les questionnez aujourd'hui, ils ne savent pas peut-être qu'il y a un journaliste qui a été tabassé ci et là. Donc, c'est juste une plateforme pour permettre aux journalistes d'échanger entre eux, de partager des informations relatives aux médias, surtout en matière de sécurité. Le site offre aux journalistes la possibilité de se retrouver en forum pour échanger sur des questions liées à leur sécurité, leur permet aussi d'avoir accès aux ressources et outils pour mieux maîtriser le cadre juridique et institutionnel des médias dans notre pays. La partie essentielle repose sur les alertes, conçues pour signaler des cas d'insécurité dont les journalistes sont victimes dans notre pays. La plateforme ainsi présentée dans son fonctionnement est donc un véritable outil de développement des médias au Bénin, raison pour laquelle les responsables de l'association de professionnels des médias appellent à soutenir ces initiateurs. Je voudrais exprimer ma joie de constater ce que je vois ce soir. Parce que dans la presse béninoise, il y a des pionniers. Des pionniers qui excellent dans des spécialités précises. Et je crois que nous devons féliciter ceux-là, les encourager. C'est très important parce que nous évoluons dans un métier totalement d'insécurité. Et quand on parle d'insécurité dans la presse, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement par rapport aux conditions de travail sur le terrain, sur les lieux de reportage, mais c'est également par rapport
aux conditions de vie dans l'entreprise. Il y a déjà insécurité dans nos entreprises de presse. La méconnaissance des tests nous font courir des risques à des citoyens béninois. À partir de cet instant, il nous faut venir ici pour nous abreuver du contenu des tests qui nous concernent nous-mêmes. Et si on fait les vrais débats sur ceci, je pense que ce serait utile pour nous. De façon à ce que n'importe quel journaliste que vous retrouvez en situation d'insécurité, même dans son propre organe, il faut faire l'alerte ici. Le directeur des médias, qui a eu l'honneur de lancer officiellement cette plateforme, a invité les journalistes à véritablement participer à son animation pour qu'elle soit un véritable outil au développement de la presse béninoise. Je voudrais donc vous dire encore le soutien de la Direction générale des médias et au-delà du ministère de la ministre de l'économie numérique et de la communication. Et souhaiter évidemment à la fin que nous puissions être plus nombreux à visiter le site, mais à l'animer surtout et à le promouvoir. Peut-être devrions-nous être nombreux avec les associations à parler à nos autres collègues des autres médias pour parler de l'initiative. Les journalistes béninois sont donc tous invités à animer quotidiennement cette plateforme. Vous avez plutôt suivi un reportage inhérent au chapitre médias sur la rencontre de la plateforme avec différentes autorités des médias du Bénin. Revenons maintenant à la commune d'Abomey-Calavi où le conseil communal d'Abomey-Calavi au complet s'est réuni ce jeudi au siège de l'arrondissement de Togba dans le cadre de la tenue des séances de municipalité du mois de juin 2016. Une rencontre qui a permis à la première autorité de cette commune, Georges Bada, de s'imprégner des difficultés que rencontrent les élus locaux, les chefs d'arrondissement dans l'exercice de leurs fonctions. Reportage Antoinette Sagbo et Denis Marouya. Mieux se rendre compte des peines des populations à la base, c'est la motivation de la délocalisation de la séance du conseil communal d'Abomey-Calavi dans l'arrondissement de Togba. Devant cette opportunité, les chefs de village de la localité n'ont pas caché leur amertume en ce qui concerne leurs conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, vous allez voir que toutes les voies sont dégradées. Nous n'avons pas assez d'écoles, pas de collège à Togba qui soit public. Les centres de santé sont très rares. Nous avons au niveau des chefs de village, il n'y a pas de lieu de rencontre, de réunion, pas de bureau. Il y a un problème d'insécurité et que vous, en tant que chef de village, vous appelez le commissaire pour venir à votre rescousse, ils n'ont pas de moyens pour venir. Donc les patrouilles de nuit, on n'en trouve pas parce qu'ils n'ont pas de moyens pour le faire non plus. La population ne vit plus paisiblement aujourd'hui parce qu'ils sont dans la crainte. Il y a des braquages sur presque toutes les voies du fait qu'il n'y a pas assez d'électricité, qu'il n'y a pas assez de panneaux solaires pour alimenter et éclairer les zones. On n'a pas de site pour déposer par exemple les ordures. Les gens ramassent les ordures dans des maisons et ils sont obligés d'aller chercher une parcelle ou bien un bas-fond quelque part et jeter les ordures là-dessus. Et quand il y a la pluie, les eaux d'écoulement, tout ça, ça va jusqu'à rentrer en sort dans les nappes d'eau, dans les puits, et la population boit encore cette même eau, ce qui les rend malades. Pour le maire Georges Bada, le développement de sa commune demeure sa source de motivation, raison pour laquelle chaque élu local doit jouer convenablement son rôle. Nous avons dit aujourd'hui à nos élus locaux que le rôle qui leur incombe est un grand rôle. C'est le rôle moteur au niveau de la base, parce que c'est à eux d'abord de dire à l'État central comment le développement peut se présenter à la base. À partir de ce moment, je crois que plusieurs petits développements font du pays un grand développement. La question liée au lotissement de la commune a retenu l'attention de tous les élus locaux, préoccupation à laquelle le maire donne quelques approches de solutions. C'est notre État même qui n'est pas loti. Que la commune d'Abomey-Calavi n'ait pas connu un lotissement qui aboutit ne m'étonne pas. Et ma foi, je peux dire que nous avons un arrière-goût sur le travail inachevé. Mais il faut nécessairement aujourd'hui que nous partions sur de nouvelles bases avec un plan directeur de développement, un plan directeur d'assainissement, un plan directeur de pavage de toute la commune. Mais je ne sais pas comment nous avons politisé les choses et nous en sommes arrivés là où nous sommes.
L'électrification des arrondissements, l'assainissement des voies, la sécurité des biens et des personnes, la vindicte populaire sont autant de sujets débattus au cours de cette séance mensuelle du conseil municipal. Et ce point de l'actualité se poursuit sur le continent africain. Attentat ce jeudi dans la capitale Mogadiscio. Au moins 8 morts ont été tués. Au moins 8 personnes ont été tuées et une vingtaine de blessés jeudi dans l'explosion d'une mine au passage de leur minibus à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la capitale somalienne Mogadiscio. C'est du moins ce qu'a précisé l'agence France-Presse AFP à des témoins, bien évidemment. Une violence qui serait revendiquée par les rebelles islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. Je vous invite à présent à suivre quelques propos de certaines personnes qui ont été témoins du crime. Une grosse explosion comme je n'en avais jamais vu s'est déroulée ici. Beaucoup de gens ont été tués et d'autres blessés. Une énorme explosion de mine a frappé ce minibus qui transportait plus de 20 personnes, plus le chauffeur à la porte. Seules 5 personnes blessées ont survécu à cet incident. Et nous poursuivons cette fois-ci au Soudan. Être musicien dans ce pays du Soudan du Sud, bien évidemment, pour plus de précision, n'est pas chose facile. L'industrie n'est pas viable financièrement et les artistes doivent surveiller leurs paroles pour éviter toutes sortes d'intimidations de la part du gouvernement. Des pressions qui n'ont pas découragé Lual Dawol, un rappeur déterminé à faire passer son message sans se préoccuper des conséquences. Reportage. Lual Dawol rappe depuis la proclamation d'indépendance de son pays, le Soudan du Sud. Plusieurs de ses chansons ont connu le succès, mais d'autres ont été interdites d'antenne à cause des thématiques abordées, le conflit qui dure depuis 2 ans et demi, mais aussi la corruption. J'ai l'impression qu'au Soudan du Sud, beaucoup de personnes ont perdu leur voix. Il y a beaucoup d'injustices. J'ai l'impression que même si aujourd'hui je ne gagne rien, dans le futur mes messages resteront et les gens écouteront toujours ma musique. Récemment, un de ses concerts a été interrompu par des soldats. Les menaces ne l'ont pas intimidé, il a chanté sur scène le lendemain. Une autre fois, ce sont ses fans qui lui ont évité l'arrestation en l'aidant à s'échapper. Ils devront me tuer pour me faire taire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais rester moi-même et un pistolet n'y changera rien. Malgré le manque de ressources et les menaces incessantes, Lual continue de chanter. Le Soudan du Sud va fêter sa 5e année d'indépendance en juillet. Lual veut travailler sur son prochain album en collaboration avec des artistes et producteurs de différentes nationalités. Son objectif, apporter un peu d'unité dans un pays encore très fortement divisé. En Europe, l'Union européenne et la Turquie ont ouvert officiellement jeudi un nouveau chapitre dans leurs négociations d'adhésion sur les questions budgétaires. L'une des contreparties au pacte migratoire controversé signé en mars entre Ankara et les Européens. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Bert Koenders, qui a présidé à ces avancées, a rappelé devant la presse qu'elles résultent de l'engagement pris par l'Union européenne qui vise à dynamiser le processus d'adhésion de la Turquie à la faveur d'un rapprochement sans précédent fin 2015 pour tenter d'endiguer la crise migratoire. On l'écoute. Today we will open the 16th chapter in the EU accession negotiations with Turkey. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le chapitre 16 des négociations de l'Union européenne avec la Turquie. Il s'agit du chapitre 33 sur les dispositions budgétaires et financières. Tous les États membres de l'Union européenne ont accepté d'ouvrir ce chapitre. Pendant cette conférence, nous avons ouvert ce chapitre sur les dispositions financières et budgétaires. Nous avons souligné l'importance des relations Union européenne-Turquie. L'Union européenne et la Turquie travaillent étroitement ensemble sur des questions comme les migrations, la lutte antiterroriste, l'économie et le commerce. L'Union européenne a exhorté la Turquie à des réformes rapides, particulièrement dans les domaines de l'état de droit et les droits de l'homme. En tant que pays candidat, nous attendons de la Turquie les standards les plus élevés en matière de démocratie et d'état de droit.
L'avocat populiste Rodrigo Duterte a prévenu ce jeudi en accédant à la présidence des Philippines que son mandat serait un voyage mouvementé après une campagne outrancière qu'il a vu promettre de tuer des milliers de criminels. Le maire de la grande ville méridionale de Davao, âgé de 71 ans, a formellement succédé au très policé Benigno Aquino après avoir remporté une nette victoire lors de l'élection du 9 mai dernier. Rompant ainsi avec les usages, il a prêté serment pour un mandat unique de 6 ans à l'intérieur du palais présidentiel de Malacanang, plutôt que devant la foule comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Suivez plutôt. Le voyage sera mouvementé, mais venez quand même avec moi. Ensemble, unis, franchissons les premières marches difficiles de cette quête. Je connais les limites du pouvoir et de l'autorité du président. Je sais ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Mon attachement à la légalité et à la loi est sans compromis. J'ai été élu à la présidence pour servir l'ensemble du pays. Je n'ai pas été élu pour servir les intérêts d'une personne, d'un groupe ou d'une classe. Je suis au service de tout le monde. Les problèmes qui hantent notre pays et qui ont besoin d'être réglés en urgence sont la corruption à tous les échelons du gouvernement, la criminalité dans les rues et le trafic de drogue. Sur le front international et de la communauté des nations, laissez-moi répéter que la République des Philippines honorera les traités dont elle est signataire et ses obligations internationales. Et bien voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV. Bon appétit.